Bonjour à tous. Alors voilà la correction donc de l'EM 2021. Alors, premier problème sur étude de fonction visiblement et intégrale. Alors, au départ, donc dans la partie A, donc on nous donne une fonction phi et on veut montrer que phi est continu sur moins l'infini 1. Alors, on va déjà justifier que phi est continu sur moins l'infini 1 ouvert par somme, par produit et par composé. D'accord, donc avec la composée où il y a le ln de 1-x, donc en précisant que 1-x est bien strictement positif. Ensuite, il nous faut la continuité en 1. Et donc pour ça, regardez la limite quand x tend vers 1. Comme il n'y a pas d'ambiguïté, on peut mettre juste x tend vers 1. Vous pouvez mettre x tend vers 1 moins comme vous voulez. Donc ça revient à cette limite. Donc x plus 1 moins x ln de 1 x. Bon, le x au départ, il va bien tendre vers 1. Ce qui peut nous poser problème, c'est le 1 moins x ln de 1 moins x. Parce que ça fait 0 fois l'infini. Par un changement de variable, on va poser u égale 1 moins x. On va avoir u ln de u. D'accord? Et comme le x tend vers 0, le u tend vers 1. Donc ce u ln de u, lui, va tendre vers 0 par croissance comparée. Donc tout ça va tendre vers 1 par somme. D'accord? Donc il y a la croissance comparée et la somme. Et ce 1, c'est justement phi de 1. Donc on peut dire que phi est continu en 1. Conclusion, phi est continu sur moins l'infini 1. Ensuite, donc phi de classe C1 sur moins l'infini 1, donc pour les mêmes raisons, hein, somme, produit, composé. Ensuite, on va calculer phi prime, donc c'est x inférieur à 1. Alors, pour phi prime, donc au départ, on a le 1, après on a la forme d'un produit. Donc on a la forme u fois v, donc ça va donner u prime v plus u v', ça va faire moins 1 sur 1 moins x. Donc ça va nous faire, donc tout ça donne moins 1. Donc il va nous rester moins x ln de 1 moins x. J'écris quoi, non? Pardon. Hop, ici c'est bien. J'avais en tête. Donc là c'est moins. Donc le u' c'est moins 1 fois ln de 1 moins x. Voilà. Et là on a donc u fois v' pour celui-ci. Donc voilà, donc on a le moins ln de 1 moins x. En déduire les variations de phi, donc on va regarder par exemple quand est-ce que la dérivée est positive. Donc ça revient à ln de 1 moins x négatif, exponentielle bijection croissante, ça revient à ça, et donc ça revient à x supérieur à 0. Donc voilà, bon, on en déduit. Donc là, on travaille sur moins l'infini 1. Ça change de signe au niveau de 0. Donc on a dit que c'était positif, enfin, positif, oui, après 0. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, on veut juste les variations. Donc on n'est pas obligé de calculer les limites. Peut-être qu'ils nous les demanderont après. Ouais. Donc ça, pour l'instant, on laisse. Ensuite, est-elle dérivable en 1? Donc là, on a deux possibilités. D'accord? Soit faire la limite. Ouais, bon. Regardez. Soit on fait le taux d'accroissement, ou soit... Bon, je vais faire les deux. Soit on fait le taux d'accroissement, soit on fait la limite de la dérivée en 1. Alors, phi de x moins phi de 1. Phi de 1, c'est 1. Donc, on va avoir x moins 1 plus 1 moins x ln de 1 moins x sur x moins 1. Donc, on peut simplifier par x moins 1. Donc, en haut, attention, c'est moins x moins 1. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et après, on prend la limite quand x tend vers 1. Bon, toujours 1 moins. Donc, ça va faire ln de 0, ça va faire moins l'infini. Donc, ça va faire plus l'infini par composé. Donc, on en déduit que phi n'est pas dérivable en 1.
Bon, si vous avez fait la limite de phi prime, qui était peut-être plus simple, hein, donc on trouve aussi plus l'infini. Donc pareil, ce n'est pas dérivable en 1. Ensuite, on veut calculer la limite de phi en moins l'infini. Alors la limite de phi en moins l'infini, si on remplace, ça va faire moins l'infini plus l'infini. Donc on va avoir une forme indéterminée. Voilà, on va essayer de factoriser. Alors, essayons de factoriser par x. Alors, si on factorise par x, voilà ce qu'on obtient. ln de 1 moins x. Alors, 1 moins x sur x, en moins l'infini, c'est équivalent à moins 1. D'accord? Donc, ce morceau-là va tendre vers moins 1. Le ln en moins l'infini va tendre vers plus l'infini. Donc, tout le crochet va tendre vers moins l'infini. D'accord? Parce qu'on a 1 moins l'infini. Donc, tout ça, ça tend vers moins l'infini. Et avec le moins l'infini devant, moins l'infini fois moins l'infini, ça va faire plus l'infini. Hop, on peut le mettre dans son tableau pour se rendre compte que c'est cohérent. D'accord? Pour se rendre compte qu'on n'a pas fait d'erreur de variation, par exemple, ou de limite. Alors ensuite, tracer la courbe de phi et on nous demande de le tracer au voisinage de 0 et de 1. Alors au point 1, on sait ce qu'on va avoir. Au point 1, la dérivée va tendre vers plus l'infini, donc on aura une demi-tangente verticale vers le haut. Au point 0, ça on ne l'a pas fait, on va faire comme ça. Donc au point 0, si on nous demande le petit tracé local, on va regarder la pente en 0, donc phi prime de 0, et phi prime de 0, ça fait 0. Donc on va avoir une tangente horizontale. Alors on est sur moins l'infini 1. Elle est comment la courbe? En 0, phi de 0, ça va faire 0. Et en 1, on a dit que c'était 1. Voilà. OK. Hop, donc on va avoir ceci. Donc on a dit phi de 0, ça vaut 0. Au point 0, on a une tangente horizontale. D'accord, on avait trouvé la pente. En moins l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. On n'a pas d'autres infos là-dessus. Et en 1, alors en 1, ça fait 1 déjà. Voilà, donc au point 1, donc ma courbe elle va passer par le point phi, enfin par le point 1, 1. Et là, on a dit qu'on avait une demi-tangente verticale vers le haut. Ce qui est cohérent vu que la fonction elle finit par être croissante. Bon, et après on s'applique. Donc en prenant bien la forme ici. Là, en plus l'infini. Donc là, en 1, on va avoir une tangente comme ça qui va tendre vers plus l'infini. Donc voilà. Et puis là-bas, on sait que ça tend vers plus l'infini, mais on n'a pas d'autres infos particulières. Donc voilà ce qu'on a pour la courbe de phi. Ensuite, on nous demande de calculer cette intégrale par IPP. Alors, hop. Donc, bon, ça c'est un choix classique d'IPP. Donc, avec du ln, on va mettre le ln dans V, donc le t dans U'. Voilà. Alors attention, que l'on ait une fausse, là on a une fausse impropreté, mais on va s'en rendre compte après, mais qu'on ait une fausse impropreté ou une vraie impropreté, il va falloir partialiser au niveau du problème. D'accord? Donc là, le problème, c'est en 0. Donc en 0, on prend une borne partielle, on va prendre un epsilon. Donc le epsilon, on peut le prendre entre 0 et 1. Et donc on fait notre intégration par partie. Donc U fois V, ça vous fait t carré sur 2 ln de t. Et moins 1 demi t carré fois 1 sur t, il reste juste t. Donc en 1, ça fait 0. Là, on va avoir t comme primitive t carré sur 2. Donc on va avoir ceci. Et donc, quand on fait tendre le epsilon vers 0, on va obtenir moins un quart par croissance comparée. D'accord? Essentiellement, parce qu'on a le epsilon carré ln de epsilon qui tend vers 0 par croissance comparée.
Donc voilà, et donc on va pouvoir conclure que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t converge et vaut moins un quart. Bon, le fait qu'elle soit égale à un nombre négatif, c'est logique, hein, vu que la fonction ln de t sur 0,1 est une fonction négative. Alors, on nous demande d'en déduire l'intégrale de 0 à 1 de phi. Alors, l'intégrale de 0 à 1 de phi, vu ce qu'on vient de faire. Donc là, on se rend compte qu'on aura, bon, déjà, on aura le morceau de 0 à 1 de x. Lui, il ne va pas poser problème, il vaut 1,5. Après, on aura le morceau de 0 à 1 de 1 moins x ln de 1 moins x. Alors ça, on ne sait pas encore que ça converge, donc je ne vais pas encore l'écrire. Par contre, c'est très ressemblant à mon intégrale, ln de t, qui, elle, converge, donc j'ai le droit de l'écrire. Donc, j'applique le changement affine t égale 1 moins x. Donc, on va avoir ceci. Alors, quand t vaut 0, ouais, le x vaut 1. Quand t vaut 1, le x vaut 0. Donc, vous voyez, c'était très ressemblant à l'intégrale qu'on vient de calculer, sauf que ce n'était pas t ln de t, mais 1 moins x ln de 1 moins x. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et donc, avec le moins devant le dx, hein, on va pouvoir changer les bornes et avoir finalement donc, cette intégrale. Et sauf que bon, nous, on a montré que ça valait moins un quart. Voilà, donc après, par linéarité, d'accord, donc l'intégrale de 0 à 1 de x plus l'intégrale suivante, ça va faire l'intégrale de phi. Et donc, ça va faire, donc le premier morceau, c'était 1 demi, moins un quart, ça fait un quart. Ensuite, partie B. Alors, on prend un x dans 0, 1. Donc là, on va écrire quel que soit n plus grand que 1, quel que soit t appartenant à 0, x. On veut montrer ceci. Donc là, on va partir. Hein, c'est le genre de somme qu'on voit très, très souvent. On part de cette somme. On dit bien que t est différent de 1. D'accord? Alors, pourquoi t est différent de 1? On l'explique parce que le x est strictement inférieur à 1. D'accord? Votre t est entre 0 et x, donc le t est bien différent de 1. On applique la formule de la somme géométrique. D'accord? Donc, on a n termes ici. Et on sépare. D'accord? Et donc, après, voilà, en ramenant la somme à droite et le t puissance n sur 1 moins t à gauche, on a ce qu'il faut. En déduire. Donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a intégré. Donc, on va dire, on intègre sur 0x. Donc là, c'est possible. Pourquoi? Car vous choisissez... Là, si je justifie que je peux intégrer à gauche, forcément, je peux intégrer à droite. Donc la fonction à gauche, c'est celle-là. Elle est continue sur 0x parce que c'est un polynôme. D'accord? Donc comme c'est un polynôme, voilà, on a le droit d'intégrer. Alors on intègre. Donc on va avoir voilà, l'intégrale à... ouais, je vais prendre leur formule. Comme ça, je vais intégrer leur formule pour avoir directement la bonne forme. Donc, on va avoir l'intégrale de 1 sur 1 moins t moins la somme égale l'intégrale de ceci. Alors, par linéarité, donc la première intégrale, l'intégrale de 1 sur 1 moins t, on va avoir moins ln de valeur absolue de 1 moins t. Toujours par linéarité, on va pouvoir intervertir la somme et l'intégrale. Et puis, l'intégrale qui est à droite, on a compris qu'elle ne va pas bouger. Donc, ce qui revient, alors comme le 1 moins x est positif, on va pouvoir enlever la valeur absolue. Donc, ça fait moins ln de 1 moins x. Ici, on va avoir la somme de 0 à n moins 1. Donc, si on primitive, ça va faire x puissance k plus 1 sur k plus 1. Et à droite, pareil, ça ne bouge pas. Bon, et il nous reste simplement un décalage d'indice à faire. D'accord? Donc, on diminue à l'intérieur, donc on va augmenter les bornes extérieures. Ensuite, on veut montrer ceci. Donc là, on veut comparer l'intégrale.
Donc, on va partir sur la croissance de l'intégrale. Et quand on voit ce qui se passe à gauche, on a intérêt à garder le t puissance n pour avoir la primitive avec le 1 sur n plus 1. Et donc, on va plutôt encadrer le 1 sur 1 moins t. Donc, j'écris déjà 1 moins t. Ça, c'est strictement positif. On peut passer à l'inverse. Voilà. À gauche, je vais avoir besoin de 0, donc je lâche le 1. Ensuite, on multiplie par t puissance n positif. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, on va dire que, comme on intègre sur 0x, comme on a ça, comme les fonctions sont continues sur 0x fermé, on a par croissance de l'intégrale, donc à gauche 0, au centre, l'intégrale qui nous intéresse, à droite, 1 sur 1 moins x qu'on peut sortir, et l'intégrale de t puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Sauf qu'on ne va pas oublier que le x est plus petit que 1. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, le x puissance n plus 1, je le majore par 1. En déduire la limite, bon, voilà, simplement, par encadrement, l'intégrale dont on nous parle, elle va tendre vers 0. Montrer que la série converge. Alors, cette somme, elle apparaît dans la question 6b. On va isoler la partie, la somme partielle, la somme de 1 à n. Alors, cette somme partielle vaut donc moins ln de 1 moins x moins cette intégrale. Et donc, quand je fais tendre le n vers l'infini, ça tend vers ça, vu qu'on a montré que l'intégrale tendait vers 0. Donc, on peut en déduire tout d'abord que on a montré que la somme partielle convergeait, donc la série converge, et on va avoir que la série suivante, enfin la somme de la série, vaut moins ln de 1 moins x. Ensuite, trouver A et B tels que ceci. Soit vous mettez au même dénominateur à droite, par exemple. D'accord. Donc, après, par identification, vous trouvez A et B. Sinon, une petite astuce, on peut écrire le 1 comme n plus 1 moins n. Et donc, c'est tout. On a 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Ensuite, la B, on déduira que la série suivante est convergente. Et je ne vais pas tout énoncer, et que la somme vaut phi de x. Alors ici, donc déjà on veut montrer que la série est convergente et on veut calculer sa somme. Donc l'idée c'est de partir sur une somme partielle. On va utiliser ce qu'on a, la petite décomposition précédente, vu qu'on est dans la question 9b. Donc on va avoir x puissance n plus 1 sur n moins x puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors, notre phi de x, donc avec le ln. Alors ici, donc on va utiliser la série précédente. Donc là, on va sortir le x pour avoir ceci. Là, on va faire un décalage d'indice pour avoir ça. Donc, quand grand n tend vers l'infini, avec la question, c'est laquelle? La question 8, hop, on va avoir donc la première somme. Donc ça va faire x, donc je vais écrire x fois la somme de 1 plus l'infini. Donc la question 8 m'autorise à parler de somme de série. Donc voilà ce qu'on peut écrire. Et donc ça va donner, donc cette somme-là, elle va faire moins x ln de 1 moins x. Et l'autre, on va écrire comme étant la somme de 1 plus l'infini. Donc moins ln de 1 moins x, mais il manquait le terme en 1, donc moins le terme en 1. Donc moins ici, moins 1, tout simplement. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on a moins x ln de 1 moins x. En fait, on peut mettre en facteur le ln de 1 moins x.
Donc, on a 1 moins x de ça. Voilà. Et plus le... Ah oui, le terme, oui. Là, ici, attention, le terme pour n égale 1, qu'on a enlevé, là, c'était... Donc, ça, c'est le terme pour n égale 1, c'est x. Donc là, voilà, on a ça. Et on tombe effectivement sur phi de x. Alors, question 10. Montrer que la série suivante converge. Bon, donc là, la conclusion, c'est que voilà, la série converge et que sa somme vaut phi de x, hein, vu qu'on a fait la limite et on a montré que ça convergeait. Montrer que cette somme-là converge. Alors, ouais, alors attention, là, le piège, c'est pas juste de prendre x égale 1, hein, d'accord? Là, on ne peut pas prendre x égale 1, parce que tout ce qu'on a fait avant, c'est valable pour x dans 0, 1 avec 1 ouvert. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je prenne cette série à part. Voilà, on a une somme télescopique. Donc on va avoir 1 moins 1 sur grand N plus 1. Ça tend vers 1. Donc on en déduit que cette série converge et que sa somme vaut 1, c'est-à-dire phi de 1. Donc c'est-à-dire que la formule pour la somme de la série, elle vaut bien phi de x pour tout x dans 0, 1 fermé. Ensuite, alors on nous dit, on a une urne donc avec initialement une blanche, une bleue, une rouge. On fait les tirages successifs. Donc si on a une bleue, on la remet, on ajoute une bleue. Si on a une rouge, on la remet et on arrête. Ok. Donc on admet que l'expérience va s'arrêter à un moment et on note n, la variable égale au nombre de boules présentes dans l'urne à la fin de l'expérience. D'accord. Alors, donc on va prendre, quel que soit n plus grand que 2. Donc là, on veut que le nombre de boules présentes dans l'urne à la fin de l'expérience soit égal à n. Donc initialement, on a 2 boules dans l'urne et donc on en veut n. Donc ça veut dire qu'il nous faut en ajouter n-2. Il faut en ajouter n-2 et donc il faut aussi que ça s'arrête. Donc il faut qu'on termine par une rouge. Donc ça veut dire que on va ajouter n-3 boules bleues, et après c'était quoi? Rouge. Et au n-2e tirage, une rouge, parce qu'on la remet, non, ici, parce que les rouges, pardon, les rouges, on ne les ajoute pas, donc on va bien prendre des bleus jusqu'à n-2, et au tirage n-1, on va placer une rouge. Donc je vérifie, oui, donc on avait 2 boules au départ, et donc on va ajouter n-2 bleus, ok, donc pour avoir les n boules au total. Donc là, on n'a pas d'indépendance ici, hein. Donc on part sur la formule des probas composés, on précise bien que toute cette intersection est non vide, on écrit sa formule des probas composés, voilà, donc jusqu'au bout. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, au départ, proba d'avoir une bleue, c'est 1/2. Proba de ravoir une bleue, sachant qu'on a ajouté une bleue dans l'urne, 2/3, 3/4. On écrit les dernières fractions. Alors, proba d'avoir une rouge. Les rouges, elles n'ont pas évolué, donc j'en ai une. La logique en bas, c'est qu'à chaque fois, on a mis un plus 1. Donc là, j'ai tiré n-2 bleus avant, donc j'ai ajouté n-2 boules dans l'urne. Donc, il y a n boules au total dans l'urne. Donc là, j'ai une chance sur n. Le dénominateur d'avant, c'est n-1, puisqu'à chaque fois, on augmente de 1. Et la logique dans chaque fraction, c'est qu'à chaque fois, il y a 1 en moins en haut. Donc là, j'ai n-2 en haut. Donc là, on va pouvoir dire qu'en haut, on a une factorielle n-2. En bas, on a une factorielle n. Et donc, on va avoir 1 sur n-1. Petite remarque, si vous l'avez fait, c'est très bien. Là, vous voyez, on a pris n supérieur à ou égal à 2 au départ. Donc, quand j'écris bn-2, si je prends n égale 2, ça n'a pas trop de sens. Donc, normalement, je devrais prendre ici n supérieur ou égal à 3 et faire le cas n égale 2 à part. Donc, le cas n égale 2, c'est
on s'arrête avec 2 boules dans l'urne, et ben en fait, on s'arrête, on tire une rouge tout de suite. D'accord? Donc, on fait tout de suite un tirage de rouge et ça donne un demi. Et les deux formules, vous voyez, si je remplace la formule précédente avec n égale 2, ça fait bien un demi. Mais par un souci d'écriture, là, voilà, si vous pensez à prendre n supérieur à 3 avant, c'est pas mal. Alors, voir si n a une espérance. Donc, on écrit la caractérisation. Donc, le support de n. Donc, le nombre de boules présentes, bah, c'est au moins égal à 2. Hein, donc, on commence à prendre la somme à partir de 2. On remplace, donc ça donne 1 sur n moins... Est-ce que la série des 1 sur n moins 1 converge? Si on fait un décalage d'indice, ça donne la série des 1 sur n converge. Et bien, cette série diverge, hein, c'est une série de Riemann. Donc, n n'a pas d'espérance. Alors ensuite, on prend une suite xn de variables indépendantes de même loi. x1, xn et grand n sont indépendantes. On prend la fonction de répartition des xn. On prend le max. Donc là, on est sur des variables composées. La variable t, c'est une variable composée entre les variables xk et la variable grand n. Donc blablabla, on donne un exemple. Bon. Alors, on va prendre donc, quel que soit x dans R, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Et on nous demande de montrer, donc de calculer p de t inférieur à x, sachant n égale n. Alors, on va remplacer. Donc, t, c'est le max de x1, x grand n. Voilà. Je sais que grand n vaut petit n. Je l'utilise, mais attention, je garde l'information en condition. Donc, je garde ceci. Et à présent, je vais leur dire que, eh ben, en fait, les variables x1, xn et la variable grand n, parce que c'est ça l'idée des variables composées, c'est qu'à un moment, on arrive à remplacer la variable grand n par une valeur. Bah, toutes ces variables x1, xn et grand n sont indépendantes, c'est ce qu'on nous a dit. Et donc, en fait, regardez, je vais même mettre le max de x1, xn et grand n sont indépendantes. Ça, c'est par le lemme des coalitions. Et bien, comme c'est indépendant, ben je m'en fiche d'avoir le sachant grand N égale petit n. D'accord? Donc ça, on peut l'enlever. Et la loi d'un max, ben ça, on sait faire. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc par indépendance, et comme elle suit la même loi, par exemple, toute la même loi que x1, on va avoir ceci. Et on a dit que la fonction de répartition, c'était grand F. Donc voilà ce qu'on peut écrire. Ensuite, en déduire ça. Bon, on vient de déterminer des probas conditionnels. Là, on veut la proba sans la condition. Donc, on passe évidemment par la formule des probas totales. Alors, n, c'est à partir de 2. Donc, on a par la formule des probas totales. Donc, quel que soit x dans R, P de t inférieur à x. Donc, ça va être la somme. Donc là, on écrit ceci. Donc, n égale à n. Donc là, voilà, c'est pour ma formule. On va remplacer. Donc la proba conditionnelle, c'est f de x puissance n. Hein, donc, non, ça je peux le sortir, pardon. Hop. On laisse dedans. Donc là, on a f de x puissance n. Ensuite, p de n égale n. C'était quoi p de n égale n? C'était 1 sur n moins 1. Donc voilà ce qu'on peut écrire. Et on nous demande de montrer que c'est phi de f de x. Alors en fait, par rapport à ce qu'on avait fait, alors où est-ce qu'on l'a ça? Ouais, on va utiliser la partie B, question 9a. Alors regardez, on va s'amener, donc on va faire un petit décalage d'indice déjà. Donc on va baisser à l'extérieur pour augmenter à l'intérieur. Donc je vais avoir en bas n, n plus 1. Et en fait, ça, c'est donc partie 2, question 9b. Alors, pourquoi je peux l'utiliser? Parce que mon
9b et 9, et même question 10 aussi. Hein. On avait montré que quel que soit x dans 0,1 fermé, cette somme des x puissance n plus 1 sur ln plus 1, ça vaut phi de x. Et ma fonction de répartition, elle appartient à 0,1, hein, c'est une fonction de répartition. Donc fermée. C'est pour ça que j'utilise la 9b et la 10 pour avoir finalement cette écriture avec phi. Bon, donc voilà ce qu'on peut écrire. Alors, pour la suite, on suppose, donc dans la question 14, on suppose que xn suit la loi uniforme sur 0,1. Et donc on nous demande de déterminer, donc là, donc P de t inférieur ou égal à x. Et donc là, d'expliciter P de t inférieur ou égal à x. Alors, t, on va rappeler qui elle est. T, c'était le max des x1, x grand N. Voilà. Donc déjà, comme toutes les variables x prennent leur valeur dans 0,1, avec le max, ça ne va rien changer, ça va être aussi dans 0,1. Donc, la fonction de répartition, hein, elle vaut 0 si x est négatif. La fonction de répartition vaut 1 si x est plus grand que 1. Alors, ils ont pris sur 0,1. Fermé. Ouais. Bon, c'est pas gênant que ce soit supérieur ou égal ou strict. Hein. Bon, ça c'est. On peut. Alors, c'est un peu bizarre vu ce que eux ont posé. On va s'adapter à ce qu'ils ont mis après, mais c'est pas terrible là, dans leur. On va mettre comme ça alors. Donc là, après le support, on va mettre ça. Voilà. Et donc, on va se placer à présent sur 0,1. Bon, là, c'est pas terrible de leur part d'avoir changé l'intervalle. Ou alors, il faudrait faire une petite réflexion à la fin. Bon, en même temps, on voit que phi de 1, c'est bon, mais pas terrible parce qu'on ne sait pas encore que t est à densité. Donc, ça demande une petite analyse à la fin qui... Bon. Alors, donc pour x appartenant à 0, 1, donc nous, ce qu'on avait montré, c'est qu'on avait ceci. Et donc, f de x, comme c'est une loi uniforme, d'accord, donc ça, c'est parce que xn ou n'importe quelle variable x suit une loi uniforme sur 0,1. Donc, f de x, ça vaut x. D'accord? Alors, si vous ne pensez pas mettre le 0,1, enfin, vous voyez, si vous avez mis 0,1 fermé, donc voilà, on a strictement inférieur à 0, strictement plus grand que 1, entre 0 et 1 ouvert. Et puis juste de constater que phi de 1, ça vaut 1. Donc que l'on mette phi de 1 sur le deuxième cas ou le troisième cas, bon, ça ne change rien. Bon, là, c'est un peu vache de leur part de mettre comme ça les cas où il ne fallait pas. Alors, on déduit que t est une variable à densité. Donc nous, ce qu'on a, on a la fonction de répartition. On peut déjà dire que cette fonction de répartition est de classe C1 sur 0,1. D'accord? Tout simplement parce que phi l'est, ça remonte à ce qu'on a fait au début de l'exercice. Ensuite, il nous manque la continuité en 0 et en 1. Donc là, on constate qu'en 0, que ce soit à gauche ou à droite, ça fait phi de 0, ça fait 0. Et pareil, pour la fonction de répartition en 1, que ce soit à gauche ou à droite, ça fait phi de 1, c'est égal à 1. Donc, on peut dire que ft est continue en 0 et 1, donc elle est continue sur R. Conclusion, la variable t est une variable à densité. Et on veut, avec une IPP, montrer que t admet une espérance et calculer l'espérance de t. Bon, alors déjà, il nous faudrait une densité, vu ce qu'on a. Alors, on va dire, on dérive ft donc sur R privé de 0,1, en précisant qu'on prend des valeurs arbitraires en 0 et en 1. Donc, on va avoir une densité de t. Donc, il va valoir 0 si x est plus petit que 0 ou plus grand que 1. Et là, on va avoir phi prime qui, de mémoire, devait donner moins ln de 1 moins x. Ça doit être ça. Alors,
Donc voilà ce qu'on a. Et donc ça, on va prendre hop, donc x dans 0, 1. On leur a promis des valeurs arbitraires. Et ben, par exemple, je vais prendre la valeur arbitraire en 0 ici. Mais voyez, en 1, ça ne serait pas terrible de le prendre sur le dernier cas. Donc la valeur arbitraire en 1, je vais la prendre pour 0. Alors on va regarder. Donc l'espérance de t existe si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t ft de x converge absolument. On remplace, on va être sur 0, 1. Donc ça va faire, donc il y aura un moins t ln de 1 moins t. Alors, IPP. Je vais juste regarder un truc parce que ce type d'intégrale, est-ce qu'on avait calculé? Ouais, on avait fait ça avec... on avait fait le t ln de t. Ok, ouais, donc on est obligé de le refaire. Bon, allez, alors on le refait. Donc on va poser donc u' égale t. On pourrait faire, en fait, ce à quoi je réfléchissais, c'est qu'on peut faire un changement de variable pour y arriver, mais bon, comme on n'a pas la convergence, ça ne sera pas terrible non plus. Donc notre v', ça va être ça. Et notre u, ça va être t carré sur 2. J'essaie juste d'anticiper là sur le u fois v' qu'on va avoir à la fin. On va avoir du t carré sur 1 moins t. Donc il faudra qu'on utilise l'astuce de dire que t carré, c'est t carré moins 1 plus 1. Peut-être ce qu'on peut faire... Bon, donc on peut s'en sortir en faisant ça. Ça m'embête d'avoir après plein de calculs à faire. Regardez. Je vais juste changer un petit truc là, si on y pense. Ce n'est pas obligatoire, évidemment, c'est juste pour gagner un peu de temps. Donc là, c'était en dt. Hein. Donc, je vais plutôt prendre l'espérance de t moins 1. Donc, pour avoir ça, donc là, je vais avoir t moins 1 carré sur 2. Alors, regardez bien. Donc, u et v sont de classe C1 sur... Alors, en 0, ça ne pose pas de problème, mais en 1, ça pose un problème. Donc, on prend comme ça un epsilon entre 0 et 1. Et donc, on va avoir... Alors, pour l'instant, le moins, bon, je le laisse... Donc, c'est en 1 qu'on a un souci. Donc, voilà ce qu'on peut écrire. Alors, U fois V. Donc, on va avoir ceci. Ensuite, moins. Alors, en fait, le moins 1 sur 1 moins T pour la dérivée, c'est comme si on avait 1 sur T moins 1. Donc là, j'ai 1 sur T moins 1. Et en haut, j'ai T moins 1 au carré. Pardon. Donc là, ça va donner moins. Donc le T-1 au carré sur T-1, il va me rester simplement T-1. Alors en epsilon, voilà ce qu'on obtient. En 0, ça fait 0. L'appareil primitif de T-1, ça va faire T-1 carré sur 2. Donc on va avoir epsilon moins 1 au carré moins 1. D'accord? Donc T-1 carré sur 2, ça c'est bon. Et après, donc en 0, ça va faire moins 1 au carré, donc 1. Donc voilà. Après, on fait tendre le epsilon vers 1. Donc pour le epsilon moins 1 carré, c'est un peu ce qu'on avait fait tout à l'heure. Vous remplacez par exemple u égale 1 moins epsilon. Donc ça fait u carré, ln de u. Le u va tendre vers 0, donc ça va tendre vers 0 par croissance comparée. Dans le crochet, le epsilon moins 1 tend vers 0. Donc on tend vers 1 quart. Donc voilà, donc finalement, on va pouvoir dire que l'espérance de t-1 existe et vaut moins 1 quart, on avait oublié le moins tout à l'heure. Et donc par linéarité, l'espérance de t-1, c'est ça, hein, donc on va avoir 3 quarts.
Ensuite, question 15. Alors, je vérifie juste que je n'ai pas oublié une page. C'était ça, ok. Alors, question 15. Hop. Alors, donc ici on suppose que xn, cette fois, suit une loi exponentielle de paramètres lambda, fonction de répartition. Donc la fonction de répartition ici, ça vaut 0 si x est négatif, et ceci pour x positif. En déduire une expression de la fonction de répartition t. Donc de la même manière, hein, le support de t, ça sera également R+. Parce que c'était le max des xi. Donc si x est négatif, bah, ça fera 0. Et si x est positif, on avait montré que c'était phi de f de x, si je ne dis pas de bêtises. C'était phi de f de x, oui. Donc ici, notre f de x, comme x est positif, d'accord, c'est donc phi de 1 moins ceci. Donc on veut l'expression, alors il va falloir remplacer. Alors phi, c'était x. Donc je vais juste vérifier un truc si on avait... donc phi c'est x, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, donc ça vaut x plus 1 moins x ln de 1 moins x si x est plus petit que 1. Donc là on va bien préciser que cette quantité est plus petite que 1. D'accord, ce dont on a besoin. Voilà. Alors, donc on a ça, donc j'ai dit quoi? Plus 1 moins x. Donc là, ça va faire 1 moins tout ça, ça fait e de moins lambda x et ln de e moins lambda x. Donc ça donne ça. Le ln d'expo, ça va partir. Donc voilà ce qui vous reste. D'accord? Et donc on peut factoriser. Et donc avoir ceci. Voilà. Ensuite, en montrer que t, bon, encore une fois, ça se fait beaucoup. Alors, on va déjà dire que ft est de classe C1 sur R étoile. D'accord? Produit, par exemple. Ensuite, la limite en 0 plus de ft, c'est la limite en 0 moins de ft, c'est ft de 0, parce qu'en 0, ça fait 0. Donc, ft est continu en 0, et donc sur R. Conclusion, t est encore une fois une variable à densité. Et on veut trouver une densité. Donc, on dérive sur R étoile, valeur arbitraire en 0. Donc, si x est négatif, ça fait 0. Et pour x positif, il faut qu'on dérive tout ce qu'on avait écrit. Donc, ça va nous donner, alors, moins lambda e moins lambda x. J'avais quoi ici? On avait ft, f de ça, et après... ouais, ça c'est bon. Donc, je disais donc, moins lambda ça. Ensuite, moins 1 plus lambda x après la dérivée de l'exponentielle. Donc, ça fait moins lambda de ça. Si x est positif. La valeur arbitraire, elle n'est pas très arbitraire, donc c'est eux qui nous la décident. Alors après, comment ça se simplifie? Donc, c'est là où on va voir si c'est juste. On a un plus lambda e de moins lambda x qui se simplifie avec celui d'avant. Et après, on a un lambda carré x. Donc, ouais. On trouve bien ce qui est annoncé. Et pour finir celui-ci, alors justifier que t admet une espérance et qu'on ait ça. Alors, on va déjà caractériser. Donc, l'espérance de t existe si et seulement si cette intégrale converge absolument. On la garde sur R+. Donc, ça fait lambda carré x carré de ça. Tout est positif, donc juste la convergence.
Et on veut montrer que ça vaut lambda E de x1 carré. Bah, effectivement, bon, bah, c'est un peu dommage qu'il nous l'ait dit. Comme x1 suit la loi expo, E de x1 carré, donc le moment d'ordre 2, est défini par cette intégrale. C'est un peu bizarre qu'il nous l'ait donné, ça, mais bon. Donc on a d'une part l'espérance de t qui existe, et l'espérance de t vaut lambda E de x1 carré. Et donc là, pour cette valeur, on va appliquer Koenig-Huygens. Donc on va avoir V de x1 plus E de x1 au carré. Donc ça fait 1 sur lambda carré, 1 sur lambda carré. Et donc il nous reste 2 sur lambda. Ensuite, problème 2. Alors, on nous donne une matrice. On rappelle ce qu'est le cardinal. Et on va s'intéresser au nombre de valeurs propres distinctes et démontrer une certaine propriété. Bon, ça, on verra après. Alors, tout d'abord, montrer que la matrice est diagonalisable. Donc, on va dire, comme M est symétrique, alors M est diagonalisable. Ensuite, montrer que la matrice M ne peut pas admettre une unique valeur propre. Bon, on dit même la méthode, donc, par l'absurde. Si le spectre de M vaut une certaine valeur propre lambda. Comme M est diagonalisable parce qu'elle est symétrique, alors il existe une matrice P inversible telle que, non pas P, mais M serait égal à P fois D fois P-1. La matrice D contient les valeurs propres. Donc ici, la matrice D, ça serait lambda I, vu qu'il n'y a qu'une seule valeur propre. Et donc, ça donnerait ceci. Or, absurde, car M, la matrice M est différente de lambda I. Vous voyez, vous avez un D1 en dehors de la diagonale, donc c'est impossible qu'elle soit égale à quelque chose fois I. On déduire que M admet soit 2, soit 3 valeurs propres. Bon, déjà, on a dit que ça ne pouvait pas être une. Comme M est diagonalisable, alors le spectre de M, parce qu'en fait, vous avez 4 possibilités. Quand vous êtes en 3-3, soit vous n'avez aucune valeur propre, soit une, soit 2, soit 3. Donc là, on a dit que ça ne pouvait pas être une. Ça ne peut pas être aucune, ça ne peut pas être 0, parce que M est diagonalisable, donc il y a forcément des valeurs propres. Donc nécessairement, le spectre de M a 2 ou 3 éléments. D'accord? Donc là, je vais juste rappeler que M, c'est quand même une matrice de taille 3, et donc on ne peut pas avoir plus de valeurs propres que la taille. Donc voilà, bon, ça c'est les petites généralités. Ensuite, donc F représente, enfin M représente un endomorphisme F, et on nous demande d'écrire la matrice de F dans la base. OK. Ouais, bon, donc on va écrire la matrice de F dans la base B', c'est-à-dire là on veut, un peu étrange comme question, F de E2, F de E1, F de E3, en fonction donc de E1, E2, E3. Bon là on veut juste savoir si vous connaissez la définition d'une matrice. F de E2, c'est ce qu'on avait donc comme deuxième colonne. F de E2, c'est ça. F de E1, c'est la première colonne. F de E3, c'est... ouais, sauf que non, attention. Là, ici. Regardez, je vais vous le réécrire. F de E2, par rapport à ce qui est écrit, ça vaut E1, plus 1 plus B E2, plus E3. Donc ici, F de E2, on a donc 1 plus B, 1 et 1. F de E1, c'est 1 plus A E1, plus E2, plus E3. Donc F de E1, je vais mettre 1, 1 plus A, 1, et puis de la même manière, pour F de E3, voilà ce qu'on a. En déduire que les matrices MABC et MBAC, donc en fait ça, si on ne me trompe pas,
Ça, c'est la matrice MBAC. Donc, en fait, on a montré que MBAC, c'est la matrice de F dans B'. On a MABC, c'est la matrice de F dans B. Donc, évidemment, elles ont les mêmes valeurs propres. Donc, on a le spectre de MBAC égale le spectre de F. Le spectre d'une matrice, c'est le spectre de son application linéaire. Et donc, qui est aussi, d'accord, c'est simplement qu'on a changé de base, mais c'est la même application linéaire. C'est aussi le spectre de MABC. Donc, elles ont le même spectre parce qu'en fait, elles représentent la même application linéaire. Sinon, vous pouvez dire aussi qu'elles sont semblables, d'accord, vu qu'elles représentent la même application linéaire. De la même manière, là, il faut, donc c'est MABC, MACB. Je vais simplement dire, on procède de même avec la base B seconde. Donc là, vous voyez, vous aviez mis E2 en premier et on a eu B en premier. Donc là, on va prendre la base E1. On veut C en deuxième, donc E3. Et B en dernier, donc E2. D'accord, on suit la logique. N'attendez pas forcément que vous refassiez tout, mais juste que vous donniez la bonne base. Donc, pour avoir le spectre de MABC égale le spectre de MACB. Ces deux derniers résultats permettent de justifier que les valeurs propres de la matrice ne dépendent pas de l'ordre d'accord. Alors, partie B. Alors, K ou cardinal de ABC est égal à 1. Donc, on nous a dit que le cardinal, c'est le nombre d'éléments distincts. Donc, en fait, ça signifie que A égale B égale C. Alors, dans cette question, on suppose donc que toutes ces valeurs sont nulles. On va certainement prendre des cas particuliers. Hop. On note J égale M00. Ouais. Donc, J, c'est M00. C'est-à-dire, donc, c'est la matrice où il n'y a que des 1. Et on nous demande de calculer J carré. Donc J carré, ça va faire la matrice où il n'y a que des 3. Ça va faire 3J. Trouver un polynôme annulateur. Alors là, P de X égale X carré moins 3X. Polynôme annulateur de J. En déduire les valeurs propres de J, d'abord les valeurs propres possibles. Donc le spectre de J est inclus dans les racines de P, qui sont 0 et 3. Donc, il faut montrer que 0 et 3 sont valeurs propres et même trouver le sous-espace propre. Voilà, tant qu'à faire, on va tout de suite résoudre Jx égale 0 pour voir si effectivement 0 est valeur propre et d'avoir directement notre base de sous-espace propre. Donc, on a ça. Donc, comme on a une infinité de solutions, on peut déjà en déduire que 0 est bien valeur propre de J et E0, ça va être vect. Donc, on va avoir moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1. Donc, on explique bien que c'est une base générateur non collinaire. Donc, voilà. Ensuite, on fait pareil avec l'autre valeur propre, enfin éventuelle, 3. Donc, on résout ça. Donc, on enlève 3 sur la diagonale. Donc, on va avoir moins 2x plus y plus z égale 0. X moins 2y plus z égale ça. Et x plus y moins 2z égale 0. Donc, ça nous donne, si on regarde la première, on peut faire L2 moins L1 pour avoir 3x moins 3y égale 0. On peut faire L3 plus 2L1. Ça va faire moins 3x plus 3y égale 0, c'est-à-dire que ça revient au même. Donc, on a x égale y. On a x égale y et égale z. Voilà, donc on a une infinité de solutions. Alors, il n'y a pas que la solution 0.
Donc, on en déduit que 0, enfin, que 3 est bien valeur propre de J. Un autre argument, ça aurait été aussi de dire que on avait précisé qu'il ne pouvait pas y avoir qu'une seule valeur propre. Vous voyez, un argument, ça aurait été de dire qu'il n'y a pas qu'une seule valeur propre. Et comme c'est diagonalisable, il y a au moins une valeur propre, donc il y en a au moins 2 ou 3. Comme j'en avais 2 de possibles, c'était forcément les 2. Ça aurait été un autre argument. Bon, ça fait bien, mais ça ne donne pas la base de sous-espace propre. Donc, ce n'est pas super utile. Mais par rapport à tout ce qu'on a dit avant, ça aurait pu être un argument. Mais juste pour donner le spectre. Donc voilà pour nos bases. Déterminer une matrice P inversible. Alors, ouais, donc comme J est diagonalisable, hein, d'accord, parce que c'est l'une des matrices de la famille M, on a l'existence d'une matrice P inversible. Inversible parce que c'est une matrice de passage, telle que J égale P fois D fois P-1, ou, alors est-ce qu'il y a une condition sur D? Non. Alors J, eh ben, on peut prendre par exemple les deux premiers, là, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1, et puis celui-ci. Et donc la matrice D, ça nous donne ça. Bon, donc là, c'est juste pour montrer que c'était diagonalisable. Vérifiez ça. Alors, M, A, A, A. Alors, A, 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 ça va nous donner... ouais, donc on a... donc 1 plus A, 1 plus A, 1 plus A. Et là, que des 1. Donc là, on veut écrire... Donc là, quand on développe ce qui se passe à droite, on se rend compte qu'on a A fois I plus PD, P-1. Donc là, regardez, dans ce que j'ai écrit, ça fait effectivement A fois I plus la matrice où il n'y a que des 1. C'est-à-dire ça fait A fois I plus J. Voilà. Sauf que J, c'est PD, P-1. Donc là, la petite idée habituelle, où on a ceci, on peut factoriser par P à gauche et par P-1 à droite. Et donc, cette écriture, on va pouvoir dire que comme AI plus D, c'est une matrice diagonale. D'accord? AI plus D vaut, D c'était pour nous 0. Ouais. Donc ça vaut ça, A plus 3, 0, 0, 0. Comme cette matrice est diagonale, MAAA est donc semblable à une matrice diagonale. Et ça, c'est la définition d'être diagonalisable. Donc on peut dire que AAA, d'une part, est diagonalisable. Ça, on le savait depuis le début. Mais d'autre part, que le spectre de cette matrice, eh ben, c'est les valeurs qui apparaissent sur la diagonale. C'est-à-dire, c'est A plus 3. Donc là, bah oui, deux valeurs distinctes, hein, A et A plus 3, voilà. Et bah, c'est tout ce qu'on voulait. Bon, on aurait pu également donner les sous-espaces propres, mais bon, c'est pas demandé. Vérifier la propriété étoile pour la matrice AAA. Alors, la propriété étoile, voilà comment elle s'écrit. On veut montrer que cette matrice est inversible si et seulement si. Donc, on remplace A, B, C par que des A. Donc, ça fait 3A carré plus A cube différent de 0. OK. Alors, on va le faire d'abord à notre manière, c'est-à-dire notre matrice M est inversible. Voilà. Déjà, si et seulement si, 0 n'appartient pas au spectre. C'est-à-dire, si et seulement si, on a le spectre. Donc, si et seulement si A est différent de 0 et A plus 3 différent de 0. C'est-à-dire A différent de 0 et A différent de moins 3. Ça, voilà, ça c'est la partie gauche, voilà à quoi elle correspond. La partie droite, là, leur truc un peu bizarre, 3A carré plus A cube, ça fait en fait A carré plus 3A. Et à quelles conditions ça c'est différent de 0? Bah, à condition que A carré soit différent de 0 et A plus 3 soit différent de 0. Ce qui revient, hop,
ce qui revient à A différent de 0 et à A différent de moins 3. Donc, OK pour l'équivalence. D'accord? Ces deux propriétés sont bien équivalentes et donc étoile est bien vérifiée. Alors cette fois, on suppose qu'on a deux valeurs distinctes parmi A, B, C. Et là, on prend A, B nul et on va écrire la matrice C. 0, 0, C, donc ça fait ça, si je ne me trompe pas, OK. Alors, tout d'abord, justifie que 0 est valeur propre tout court. Là, donc 0 valeur propre, ça veut dire que la matrice n'est pas inversible. Donc, on va dire comme C1 vaut C2, la matrice C n'est pas inversible, donc 0 appartient au spectre. Ensuite, on prend lambda un réel non nul et on nous demande de démontrer cette équivalence. Alors, on va partir de Cx égale lambda x. Cx égale lambda x, donc avec x égale x, y, z, ça nous donne x plus y plus z égale lambda x, x plus y plus z égale lambda y, x plus y plus 1 plus cz égale lambda z. Alors, ils veulent quoi? Ils veulent exprimer, ouais, ils veulent résoudre en fait. Hein. Bon, alors on va résoudre ça. Donc, par exemple, avec, donc là on veut ça, donc on va garder la première pour l'instant. En fait, grâce à la première, regardez, x plus y plus z, je vais le remplacer dans la deuxième. Ou vous faites vos opérations de Gauss comme d'habitude. Hein. Dans la troisième, en fait, on a, si je développe la fin, c'est z plus cz. Donc on a x plus y plus z, c'est lambda x, plus cz égale lambda z. Donc voilà ce que j'obtiens. Pour l'instant, ça, je le laisse. Lambda, il est non nul. Donc je peux simplifier par lambda au milieu, ça fait x égale y. Ensuite, on va avoir lambda x plus cz. Alors, ils veulent quoi, eux? Donc, on va exprimer comme ça. On va mettre le z. Ah, ils veulent le z en fonction de x. OK. Donc, dans la dernière, en fait, ce qui me gêne, là, c'est le lambda x. Donc là, on a lambda moins 2. Donc, soit on remplace lambda x par x plus y plus z, ou soit sinon... donc là, ce qu'on peut faire... Alors, là, ici, ce qu'on veut... Ouais, je vais me focaliser plutôt sur le z égale lambda moins 2x. OK, regardez, ça, pour l'instant, on va le laisser. Et en fait, ici, on sait que le x à présent vaut... Enfin, que le y vaut x. Comme le y vaut x, je ramène le x et le y de l'autre côté, ça fait lambda moins 2 fois x. Donc ça, on est bon. Ça, on est bon. Et on veut quoi à présent? On veut une équation où il n'y a que du x. Et bien l'équation où il n'y a que du x, je vais prendre ça sur la dernière. Je vais prendre lambda x, c fois lambda moins 2x, égale lambda z, égale lambda moins 2x. Donc je ramène tout d'un côté. Alors ils le veulent comment? Lambda moins 2. On va tout ramener à droite. Donc ça fait lambda carré, moins 2 lambda, moins lambda. Donc ça fait moins 3 lambda x. Ensuite, il y a moins c lambda. Donc on va avoir moins c plus 3 lambda. Et il y a moins 2c quand on ramène à droite. Donc ça fait plus de cx égale 0. Et donc on a bien notre troisième équation. En déduire que lambda est une valeur propre de C équivaut à ça. Alors, lambda, valeur propre de C, on sait que ça équivaut à C moins lambda I non inversible. Ça équivaut donc à, aussi, il existe un x non nul tel que Cx égale lambda x. D'accord? Par rapport au système qu'on a résolu juste avant. Donc, il faut qu'on trouve un vecteur x non nul tel qu'on ait ceci. Alors, regardez. Dans le dernier système qu'on a, en fait, on a une dernière équation qui est celle-ci. Ce
que j'ai écrit ici, on n'est pas obligé de l'écrire. On a ça. Donc ça, on sait que ça équivaut à cette première équation vaut 0 ou le x vaut 0. D'accord? Un produit vaut 0 si et seulement si l'un des deux vaut 0. Sauf que si x vaut 0, ben avec les deux équations d'avant, on va avoir y et z égaux à 0. Et donc, on aura grand X égale à 0. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une valeur propre. D'accord? Donc, nous, on veut X, un vecteur propre de C. Donc, on veut un X différent de 0. Donc, nécessairement, le X est non nul, le petit x. Parce que s'il est égal à 0, bah, les autres sont égaux à 0 et ça ne marche pas. Et alors, c'est qu'on a l'autre équation qui est égale à 0. Bon. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Ensuite, montrer alors que C admet trois valeurs propres distinctes. Alors, lambda, c'était... donc, lambda, c'est une valeur propre de C, donc qui vérifie cette équation. Donc là, on a une équation du second degré. Donc, on va faire B carré moins 4AC. Donc, ça nous donne C carré moins 2C plus 9. Parce que là, on veut quoi? Montrer qu'elle admet trois valeurs propres distinctes. Regardez, on ne va pas s'embêter avec ça. En fait, on ne nous demande pas ici de trouver des valeurs propres. Donc là, regardez, moi, je vais simplement déjà dire que cette équation admet deux solutions. Est-ce qu'on pourrait se permettre de dire ça ou non ici? Ouais, non, pas forcément. Allez, je reprends mon delta. Donc, on va faire C plus 3 au carré. Alors, il y aurait tout un truc sinon qu'on pourrait dire, mais bon. Allez, c'est pas grave, on oublie. Donc, C carré, donc, donc moins 2C plus 9. Alors, il faut dire que il faut déjà étudier le signe de C carré moins 2C plus 9. Et en fait, ce signe, il faudrait qu'on refasse un petit delta. Ça fait 4 moins 36, ça fait un nombre négatif. Donc, ce polynôme en C, il est toujours strictement positif, parce qu'il n'a pas de racine. Donc, il est toujours du signe de A, donc il est toujours strictement positif. Donc, l'équation a deux racines distinctes. Et je vous rappelle, non nul. Le lambda qu'on a pris depuis la question 6b, c'est un lambda non nul. De plus, 0 est valeur propre de C, donc C a trois valeurs propres distinctes. Parce qu'on en a trouvé deux distinctes, mais qui sont non nulles, et une troisième qui était 0. À présent, on prend A différent de C, et on va considérer la matrice MAAC. Donc, ça fait 1 plus A, 1 plus A, 1 plus C. Et on nous demande de l'écrire. Alors, on va l'écrire l'autre. 0, 0, C moins A. Donc, 1 plus C moins A. Et donc, d'écrire ça comme combinaison linéaire de ces matrices-là. On peut constater que MAAC, ça va donc faire AI plus cette matrice. Ouais. En déduire que MAAC admet trois valeurs propres distinctes. Par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc, regardez. Ouais, on va appliquer la question 6. Donc, avec la question 6, où en fait, on remplace C par C moins A. Alors, pourquoi on a le droit? Parce que dans la question 6, il fallait que C soit différent de 0. Et C moins A est bien différent de 0 parce que je crois qu'on avait supposé A différent de C. Oui. Donc, la question 6 nous dit quoi? La question 6 nous dit que cette matrice, c'était la matrice C de la question 6, elle a trois valeurs propres distinctes. D'accord? Qu'on va peut-être noter, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Donc, elle est diagonalisable avec ces trois valeurs propres. Bon, on sait que toutes les matrices M sont diagonalisables.
Donc, on a ça. Et on fait la même technique que tout à l'heure. En fait, la matrice MAAC, on va aussi la factoriser par P à gauche et par P-1 à droite. Voilà. Et donc, ça va nous donner P fois A plus lambda 1, A plus lambda 2, A plus lambda 3, P-1. C'est une matrice diagonale. Donc, on a MAAC semblable à une matrice diagonale. Donc, le spectre de cette matrice, c'est ce qui apparaît sur la diagonale. Donc, c'est A plus lambda 1, A plus lambda 2, A plus lambda 3, c'est-à-dire 3 valeurs propres distinctes, vu que lambda 1, lambda 2, lambda 3 sont distinctes. Vérifier la propriété étoile. Alors, pareil, on va regarder MAAC et on va s'intéresser pour voir quand est-ce que cette matrice est inversible. Alors, donc la condition étoile, donc ça revient à A carré plus 2AC plus A carré C différent de 0. Donc, si je factorise, ça me donne ceci. Donc ça, c'est la condition étoile. D'autre part, on va reprendre le même raisonnement que tout à l'heure. Donc cette matrice est inversible si et seulement si 0 ne fait pas partie de son spectre. Alors je regardais juste, vous voyez dans les valeurs propres, grâce à la question 6, on sait que l'une des valeurs propres était égale à 0. Par exemple, lambda 1 vaut 0. Donc, cette nouvelle valeur propre, elle vaut A. Alors, à quelle condition 0 n'est pas une valeur propre? Alors, soit je fais comme tout à l'heure en mettant les 3 cas, ou soit sinon en disant que le produit des 3 valeurs propres doit être différent de 0. Si le produit est différent de 0, si le produit des valeurs propres est différent de 0, c'est qu'il n'y en a aucune d'entre elles qui vaut 0. Je développe, donc ça fait A carré plus lambda 2 plus lambda 3A plus lambda 2 fois lambda 3 tout court. Alors, lambda 2 et lambda 3, on ne les avait pas écrites. Alors, attention, hein, je vais le mettre là en remarque. Donc, lambda 2 et lambda 3, c'est les deux valeurs propres distinctes donc de la matrice 0, 0, C-A. Et donc, si je reprends, là, je regarde en même temps. Ouais, donc ça va vérifier, en fait, elle vérifie cette équation. C'était l'équation de la 6B2I. Donc elle vérifie, donc C est remplacé par C-A, on a dit. Hein. Donc on a ceci. Donc elle vérifie cette équation. D'accord. Alors, deux possibilités. Soit on calcule les deux valeurs propres, parce qu'on avait fait le delta tout à l'heure, donc on peut. Ou soit sinon on connaît la technique de dire que la somme des valeurs propres, c'est moins B sur A. Et le produit des valeurs propres, la somme des racines, c'est moins B sur A. D'accord? Donc, deuxième remarque. Quand vous avez une équation du type AX carré plus BX plus C, que vous avez deux racines, si X1 et X2 sont les deux racines distinctes, on sait que le produit vaut C sur A et que la somme vaut moins B sur A. Alors ici, si on ne retient pas ça, c'est pas grave, on calcule les deux racines. C'est un gros, il y a des gros delta, mais ils vont se simplifier. Donc là, pour ne pas passer par ça, donc la somme, c'est moins B sur A, ce qui va donner ici plus C moins A plus 3. Le produit, ça va faire C sur A, C entre guillemets, parce que c'est pas les. Donc c'est 2 fois C moins A. Tout ça sur 1. Alors on développe. Donc là, il faut espérer trouver la même condition. Donc nous, on avait ça comme condition. Hein. Hop. Donc nous, on avait ça comme condition. Donc on a, si on développe, donc AC
moins a carré plus 3a plus 2c moins 2a, différents de 0. Et donc, les a carré se simplifient. Il nous reste ac plus a plus 2c. Ouais. Et donc, on tombe bien sur la même condition. Bon, là, vraiment pas simple comme question. Question 8. Donc, on prend ceci et on nous dit à l'aide de la conclusion de la question 3. Question 3, c'était qu'on pouvait changer l'ordre des triplés. Montrer que MABC admet 3 valeurs propres distinctes et vérifier la propriété étoile dans ce cas. Nous, ce qu'on a montré, c'est que si A vaut B et A différent de C, la matrice MAAC, on a montré qu'elle avait 3 valeurs propres distinctes et qu'elle vérifie la relation étoile. Donc, en fait, on peut changer l'ordre des lettres. D'accord? On nous a dit, on peut changer l'ordre des lettres. C'était quoi? Les valeurs propres ne dépendent pas de l'ordre des triplés. D'accord. On va faire un autre exemple. Prenons A égale C et A différent de B. Donc, on va avoir... Alors, on a les... Alors, je vais prendre peut-être juste différemment. Je vais prendre... Ouais, donc, alors on a encore 3 valeurs propres distinctes. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on a la matrice A, B, A. Et en fait, on peut dire qu'elle a les mêmes valeurs propres que la matrice M, A, A, B. D'accord? Ça, c'est la question 3C qui nous le dit. Donc, elle a 3 valeurs propres distinctes et on a la M, A, A, B. Donc, on va dire 2 plus M, A, A, B vérifie étoile. C'est-à-dire, alors il faut reprendre, MAAB, ça donnerait A carré plus 2AB plus A carré B différent de 0. La question, c'est, a-t-on MABA qui vérifie étoile? Alors, on écrit ce que ça aurait donné pour MABA. Ça aurait fait AB plus BA, donc ça fait 2AB, plus A fois C, donc plus A carré, et plus A carré fois B. Et bien, c'est la même condition. Donc, la réponse est oui. Donc, vous voyez, si on prend 2 autres lettres égales et puis une différente des 2 autres, enfin des 2 lettres égales, et bien, ça fonctionne toujours. Alors, il me resterait comme cas, donc là, on va dire de même pour M, A, B, B, par exemple. D'accord? Donc, à partir du moment où il y a 2 lettres qui sont égales, donc les 2 premières, la première et la troisième, les 2 dernières, on arrive toujours à montrer qu'on a 3 valeurs propres distinctes et à vérifier la propriété étoile. Alors, dernière page. Hop. Alors, partie D. Donc là, on suppose que les 3 lettres sont distinctes et on donne un ordre là, A plus petit que B plus petit que C. Alors, d'abord, tableau de variation de G. Donc déjà, G est dérivable sur l'ensemble D par somme et quotient, vu que X est différent de A, de B, de C. Donc les dénominateurs sont différents de 0. Ensuite, on calcule G'. Donc on va avoir voilà, que des moins avec les carrés en bas. Donc strictement négatif. Donc G strictement décroissante. Ouais, je ne vais pas l'écrire comme ça parce que regardez, en fait, là vous allez avoir, donc on a dans l'ordre A, B, C. Donc avec A, B, C des valeurs interdites, donc en fait elle est décroissante, mais comme ça sur chaque intervalle. En moins l'infini, tout tend vers 0, en plus l'infini,
pareil. En A+, ça va faire 1 sur 0 plus, donc ça va faire plus l'infini. Bon, et en A-, ça va faire moins l'infini. Donc voilà ce qu'on obtient. OK. Ensuite, on déduit que l'équation g de x égale 1 admet exactement 3 solutions. Bah oui, donc là on voit bien que 1 va être atteint ici, ici et ici. Donc on va dire comme, on va le faire sur un intervalle et puis on dira juste de même pour les autres, comme g continue sur AB, strictement décroissante sur AB, et que g va de AB dans moins l'infini plus l'infini, et que 1 y appartient, par le théorème de la bijection. Alors, il existe un unique lambda 1 dans AB, tel que g de lambda 1 vaut 1. Et on fait de même sur l'intervalle BC et C plus l'infini. Alors, on prend un lambda dans D, une solution. Donc, lambda, c'est l'un des lambda I. On note cette matrice et on nous dit de montrer que x lambda est un vecteur propre pour ça. Donc, déjà, on va dire que x lambda est non nul. D'accord? Parce que on a, par exemple, 1 sur lambda moins 1, c'est l'inverse d'un nombre, donc ça ne peut pas être égal à 0. On calcule MABC de x lambda. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais écrit ça, j'aurais mis 1 sur lambda moins 1, enfin moins A, moins B, moins C. D'accord? Et donc là, on va avoir, donc, dans la matrice, c'était 1 plus A, 1 plus B, 1 plus C. Donc, vous voyez, on va avoir... ça demande un peu de calcul. Donc là, ce qu'on va avoir, je vais l'écrire là. On va avoir 1 plus A sur lambda moins A, plus 1 sur lambda moins B, plus 1 sur lambda moins C. Voilà ce qu'on va obtenir. Et donc, on veut montrer que c'est un vecteur propre pour la valeur propre lambda. Là, voilà ce qu'on peut écrire. Donc, au vu de ce qu'on a, donc nous, on sait que g de lambda vaut 1. Ouais, donc regardez, je n'écris pas les autres, c'est un changement de lettre près, c'est pareil. En fait, si je sépare cette fraction, si on sépare cette fraction, on obtient en fait g de lambda plus a sur lambda moins a. D'accord? Et là, à des lettres près, c'est pareil. Sauf que g de lambda, ça fait 1. Et si on met au même dénominateur, on va avoir lambda moins a plus a, donc ça va faire lambda sur lambda moins a. Et donc là, pareil, on va obtenir ce genre de choses. Et c'est-à-dire, on va obtenir x fois lambda. D'accord? Donc lambda est bien une valeur propre de MABC. Ensuite, on déduire que MABC admet 3 valeurs propres distinctes. On a montré ça pour, donc, ceci est valable pour lambda égale lambda 1, ou lambda 2, ou lambda 3. D'accord? Donc, MABC a 3 valeurs propres distinctes, qui sont justement lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ensuite, donc on prend toujours 3, voilà. Montrer que la matrice MABC admet 3 valeurs propres distinctes. Ah oui, donc là on prend ABC quelconque. Là on va dire, quitte à réordonner les lettres ABC, on peut avoir A inférieur à B inférieur à C. Alors pourquoi on peut réordonner les lettres? Toujours pareil, c'est grâce à la question 3C nous dit que l'on a le même, pas le même spectre, pardon, mais le même nombre,
sais plus ce qu'il disait exactement. Que les valeurs propres ne dépendent pas de... Ouais. Donc ici, on a le même nombre de valeurs propres. D'accord? Donc là, on a 3 lettres A, B, C distinctes. On nous a dit qu'on peut changer l'ordre des lettres. D'accord? Donc, quitte à les changer, bah, on va les mettre dans l'ordre strictement croissant et donc revenir à la question précédente. D'accord? Revenir à la question 9. Ensuite, vérifier la propriété étoile pour M, A, B, C. Bon, pareil, on va regarder. Donc, M, A, B, C vérifie étoile. Si et seulement si, alors c'était donc AB plus BC plus AC plus ABC non nul. Donc, il nous faudrait cette condition. Voilà. Et alors, nous, ce que l'on sait sur les valeurs propres, on sait qu'on a lambda 1. Donc, on sait aussi que... Ouais, donc là, vérifier étoile, ça veut dire, je vais l'écrire autrement, donc c'est-à-dire inversible. De la même manière, MABC est inversible. Toujours pareil, 0 n'appartient pas au spectre de M. C'est-à-dire, il faut que le produit des 3 valeurs propres soit différent de 0. Il ne faut pas qu'il y ait de valeur propre égale à 0. Alors, pour avoir ceci, alors lambda 1, lambda 2, lambda 3, il faut se souvenir que ce sont les racines de G. Donc, on ne veut pas que... comment dire ça? On ne veut pas que l'une des racines soit égale à 0. D'accord? Donc, ça revient donc à ce que G de 0 soit différent de 1. Il ne faut pas que l'une des racines soit... Parce que les 3 racines de l'équation G de x égale 1, c'est lambda 1, lambda 2, lambda 3. On ne veut pas que ce soit des racines nulles. Donc, ça équivaut à ce que G de 0 soit différent de 1. Et G de 0, ça va faire moins 1 sur A, moins 1 sur B, moins 1 sur C, donc différent de 1. On va tout multiplier par ABC. Ça fait moins BC, moins AC, moins AB différent de ABC. Et on voulait quoi? On voulait ça. Eh ben, c'est bon, parce qu'on ramène, on ramène tout d'un côté. Et on a cette même condition qui est vérifiée. Donc, la matrice M vérifie bien la relation étoile. Allez, pour finir, donc justifier que la matrice A est inversible. Il faut surtout certainement utiliser ce qu'on a fait avant. Donc, la matrice A, c'est quoi? Donc, c'est M0, 1, 2. M0, 1, 2. OK. Donc, c'est-à-dire que A, B, C sont... donc, en fait, ici, on a A égale 0, B égale 1, C égale 2. Si je ne dis pas de bêtises. OK. Alors, il faut reprendre ce qu'on a fait. Donc là, on est dans la partie D. Ouais, effectivement. Donc, on est dans la partie B et elle vérifie, d'accord, elle vérifie la relation étoile. Donc, on va pouvoir dire que A, qui est cette matrice, est inversible si et seulement si A fois B, enfin toute la condition étoile. Donc, A fois B, ça fait 0. B fois C, ça fait 2. A fois C, ça fait 0. A fois B fois C, ça fait 0. Et c'est bien différent de 0. Donc, c'est vérifié. Bon, en fait, ça, hop, je ne l'écris pas tout de suite. Ça, c'est la matrice A. Donc, c'est vérifié. Donc, la matrice A est bien inversible. D'accord? Votre condition étoile est bien vérifiée. Ensuite, on note alpha la plus grande valeur propre de A, montrer que alpha est comprise entre 4 et 5. Alors, par rapport à ce qu'on a vu avant, donc souvenez-vous, on va peut-être refaire la fonction G. Donc la fonction G, c'était que des morceaux décroissants. Ça changeait au niveau de A, B et C. Donc on avait ça. Là, je crois que je
plus vers quoi ça tendait en 0 à gauche. Ouais, c'était moins l'infini. Ah oui. Donc là, c'est 0, moins l'infini. Et là, en plus l'infini, ça tendait vers 0. OK. Et donc, on avait lambda 1 qui va être ici, lambda 2 qui va être là, et lambda 3 qui va être là. Donc là, on nous parle, donc lambda 3, c'est notre alpha. On veut montrer que alpha est compris entre 4 et 5. On va calculer g de 4, g de 5. Alors là, il faut reprendre la fonction g, je vous l'écris ici. La fonction g, c'est donc 1 sur x moins 1, 1 sur x moins 2. Alors g de 4, donc ça va faire 1 quart plus 1 tiers plus 1 demi. Bon, on va voir si on doit changer. L'autre, 1 cinquième plus 1 quart plus 1 tiers. Et nous, on veut comparer avec son image, avec g de alpha qui est égal à 1. Alors, est-ce qu'on a besoin d'aller? Ouais, je pense. Donc, on va tout mettre sur 12. Donc, on va avoir 3, 7, 13 douzièmes. Et là, ici, on va tout mettre sur 60. Ouais. Donc, on va avoir 12 plus 15. Ouais. Donc là, on va avoir 12 plus 15, 27, plus 20, 47, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on avait 12. 12 plus quoi? Plus 15. D'accord. Donc 27 et plus les 20, 47. Donc lui, il est plus grand que 1. Lui, il est plus petit que 1. Donc on a g de 4 plus grand que g de alpha qui vaut 1, plus grand que g de 5. Et g-1, donc c'est une bijection décroissante sur 2 plus l'infini. Enfin, là pour le coup, sur 0 plus l'infini pour g-1. Donc on va avoir 4 inférieur à alpha inférieur à 5.